Bien maintenant, nous allons passer à notre seconde conférence qui est consacrée à une œuvre de Christian Boltanski intitulée « Pour mémoire 1974 » et qui est conservée au CAPC de Bordeaux. Nous accueillons Anne Cadenet, venez, responsable scientifique de la collection du CAPC Musée d'Art Contemporain, et Manuel Bochaca, formé à l'École supérieure de conservation et de restauration de Madrid en art contemporain, puis à l'Université Polytechnique de Valence. Il est aujourd'hui chargé de la conservation et de la restauration des peintures au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ils vont nous dévoiler les étapes de la réflexion menée avec puis sans l'artiste autour de la non-restauration de cette pièce. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous tenons à remercier Manuel et moi-même l'accueil qui nous a été réservé ici au Musée de Grenoble et le C2RMF. Donc, étude de cas de non-restauration, Christian Boltanski, à la mémoire de Pour mémoire, c'est notre titre. Pour mémoire étant le titre en fait d'une exposition dont je vais vous parler. En guise d'introduction, je souhaiterais différencier en fait deux notions souvent associées, mémoire et histoire. Pierre Nora, en fait, définit l'histoire et la mémoire comme des concepts opposés, alors que très souvent, nous considérons ces deux termes comme équivalents. Or, il convient de les différencier. La mémoire, c'est ce dont on se souvient, et j'introduirai donc cette communication avec quelques souvenirs qui me sont personnels, en paraphrasant Georges Perec. Et l'histoire, c'est pour partie le récit des faits passés, et dans le cadre de notre étude, les faits qui ont jalonné la genèse et la vie de l'œuvre Pour mémoire de Christian Boltanski. La mémoire est souvent menacée par l'oubli. Les souvenirs s'estompent avec le temps, se transforment, s'altèrent et deviennent plus flous. Je vais donc tout d'abord me souvenir. Je me souviens en 2005 avoir proposé à Maurice Fréchuret, alors directeur du CAPC Musée, une lettre écrite à l'attention de Christian Boltanski lui proposant de finaliser son projet de musée Christian Boltanski. Je me souviens en 2005, toujours à la même période, d'un appel de Christian Boltanski au cours duquel il me demande d'inventorier tout ce qui se trouve dans une caisse protégée par une plaque de plexiglas, alors inventorier le musée de Christian Boltanski. Je me souviens de discussions avec Maurice Fréchuret sur le lieu, l'espace qui pourrait accueillir au CAPC le musée de Christian Boltanski. Je me souviens d'un déjeuner au Café du Musée en 2005 avec Christian Boltanski et Maurice Fréchuret. Un projet d'exposition dans la nef était évoqué. Christian Boltanski évoquait ses souvenirs d'enfance, a priori bien réels, mais dont on ne pouvait ignorer qu'ils puissent être nourris par des emprunts issus de la mémoire collective. Je me souviens toujours en 2005 l'avoir assisté pour changer les verres de certaines photographies, d'avoir posé à sa demande des morceaux de scotch sur des verres brisés et du double face derrière les cartons des cadres qui constituaient effectivement son musée, pour qu'il puisse par la suite les fixer sur les murs de son musée qu'il titrera Pour mémoire. Je me souviens avoir dit à l'artiste que la pérennité matérielle dans cet espace, avec ce type effectivement d'objet, n'était vraiment pas assurée. Donc après les souvenirs, l'histoire. Je vais donc désormais m'appuyer sur des sources essentiellement liées aux archives des expositions, de l'exposition plus particulièrement Pour mémoire, le dossier de l'œuvre et les sources iconographiques du CAPC Musée pour tenter de retracer la genèse de l'œuvre Pour mémoire. Pour mémoire est étroitement lié à l'histoire du CAPC et de sa collection. Le CAPC est créé en 1973, c'est l'acronyme du Centre d'art plastique contemporain, qui en 1984 devient un musée d'art contemporain de la ville de Bordeaux. Donc en 1974, le CAPC n'est pas une institution muséale, il n'a donc pas vocation dans un premier temps à constituer une collection. De 1973 à 1984, de nombreuses expositions sont programmées. La plupart des œuvres exposées sont produites in situ, en fonction des spécificités architecturales de l'entrepôt Lenné, un bâtiment patrimonial situé à proximité des quais de la Garonne. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales, construit en 1824 par le vicomte Joachim Lenné, prend en charge depuis en fait quelques années sa place dans l'histoire du commerce triangulaire et de la traite négrière à Bordeaux, puisque ce bâtiment servait en fait de zone de stockage à des marchandises produites par les esclaves dans les exploitations coloniales avant réexpédition dans l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Est, pardon. Donc ce bâtiment patrimonial a été réhabilité en 1984 et 1990 par les architectes Denis Vallode et Jean Pistre, en collaboration avec l'architecte d'intérieur André Poutman.
Le CAPC aujourd'hui est en fait la seule institution en France à bénéficier d'un double label, Musée de France, depuis 1984 donc, et à l'initiative de Sandra Patron, actuelle directrice donc, du musée, Centre d'art contemporain d'intérêt national. Donc ce statut constitue une réelle opportunité de lier création et patrimoine. Si les acquisitions restent l'apanage des musées en général, la production d'expositions avec la création d'œuvres in situ est un marqueur fort des missions en fait, d'un centre d'art. D'où une stratégie documentaire du centre collection visant à collecter et à enregistrer des informations au moment de l'APS, l'avant-projet sommaire des expositions, de manière à comprendre et conserver à la fois les techniques et matériaux qui sont mis en œuvre pour la production d'une œuvre et en même temps à questionner les équipes techniques qui servent à la production effectivement de ces œuvres. Pour mémoire, est l'une en fait des 4 œuvres que nous avons inventoriées dans la collection de Christian Boltanski. Nous conservons en fait 2 inventaires, alors a priori, voilà, 2 inventaires. Un inventaire des objets ayant appartenu à la jeune fille de Bordeaux qui date de 1990, qui est une commande qui a été faite à Christian Boltanski à la réouverture du musée, qui est le seul inventaire d'objets qui existe à ma connaissance. L'inventaire photographique des objets ayant appartenu aux jeunes d'Oxford, qui date de 1973. 2 boîtes en fer blanc qui ont pour titre Reconstitution d'objets en plastiline, 1970-1971, et l'installation dont on va parler plus précisément, qui a pour titre donc Pour mémoire. Donc, on cerne assez rapidement, à travers en fait, les médiums qui vous sont là présentés, les dispositifs de démonstration choisis par Boltanski, la vitrine et effectivement souvent des photographies. Donc, Christian Boltanski, c'est un artiste français qui est né en septembre 1944 et décédé en juillet 2021. Son œuvre est hantée par la mémoire, l'oubli, le temps, la ruine, la mort et l'absence. Son enfance, pendant l'occupation allemande de Paris, a été marquée par un traumatisme majeur, celui d'un père juif qui vivait caché sous le plancher de l'appartement familial, à l'insu en fait de ses enfants. Christian Boltanski aurait été conçu pendant cette période. En tout cas, il témoigne de cette enfance hors du commun, ou plutôt se confie à travers un entretien prenant la forme d'une confession dictée à Catherine Grenier en 2005, qu'elle publiera en 2010 sous le titre « La vie possible de Christian Boltanski », qui est en fait la transcription de cet entretien que Boltanski n'a d'ailleurs jamais relu. On comprend alors que les traces de ce traumatisme puissent être ancrées dans sa vie d'homme et son travail d'artiste. Il résumera par ailleurs en fait la vie à cette formule, un tiret entre 2 dates, celle de notre naissance et de notre mort. En 1974, Christian Boltanski est invité par Jean-Louis Froment, premier directeur et fondateur du CAPC Musée, avec d'autres artistes donc pour une exposition collective itinérante qui sera présentée donc au CAPC à La Rochelle, au Musée national d'art moderne de la ville de Paris et à Rennes. Le titre de cette exposition est « Pour mémoire » avec un S. Christian Boltanski crée et installe le musée de Christian Boltanski. Dans un espace différent de celui de l'exposition et visible qu'à certaines heures, il expose divers travaux comprenant des photographies encadrées en noir et blanc, des planches contact, des briefs de texte, des lettres et des petits objets en terre dans une vitrine. Les photographies figurent des événements ordinaires de la vie d'une famille ordinaire. Elles ont été collectées par Boltanski afin de reconstituer un portrait fictif mais crédible d'une famille. Ainsi prend forme le musée de Christian Boltanski en 1974 au CAPC, qui n'est pas encore un musée, je vous le rappelle. C'est une installation, en fait, celle de Boltanski, qui s'envisage comme une critique de l'institution muséale dont l'artiste mime les dispositifs de présentation. Ce concept d'automuséification avait été amorcé dès 1972 par Christian Boltanski, puisqu'il avait proposé à plusieurs musées et personnalités du monde de l'art de l'époque de créer un musée Christian Boltanski. On trouve par ailleurs dans la vitrine de Pour mémoire que je vous montrerai tout à l'heure des lettres manuscrites ou dactylographiées visibles, pour certaines même lisibles, de ce projet qui, il faut bien le dire, n'a pas soulevé beaucoup d'enthousiasme auprès des directeurs. Cette automuséification était une manière pour Christian Boltanski de révéler le caractère mortifère des collections de musées et l'anonymat des objets exposés, notamment dans les musées d'ethnographie. À l'issue de cette itinérance, Christian Boltanski fait donc don de ces éléments d'installation, alors regroupés dans une caisse en bois, et demande que ce corpus soit présenté comme le musée de Christian Boltanski, dans un espace qui lui soit dédié, à l'extérieur du musée, et accessible uniquement sur rendez-vous. L'artiste ne donne aucune instruction sur la manière d'exposer l'œuvre, qui se résume en fait alors à une caisse en bois dans laquelle sont entreposés les objets, les photographies, les dessins, de l'exposition, qui était présentée dans l'exposition Pour mémoire avec un S. En 1994,
L'œuvre réapparaît dans l'exposition « Même si c'est la nuit » sous le titre « Les réserves du musée de Christian Boltanski ». Le titre indique alors clairement qu'il s'agit d'une réserve et que les éléments qui sont contenus dans cette caisse sont en attente d'être exposés. La caisse en bois est fixée sur un socle métallique produit par l'équipe technique du musée et l'œuvre conservera cette dimension matérielle et esthétique pour les 4 expositions qui suivront en 1995, 1997, 1999 et 2003. Il y a très peu de temps, en fait, la caisse qui vous est présentée ici a été identifiée comme n'appartenant pas à l'installation de Christian Boltanski, mais à un autre artiste qui était présent dans l'exposition pour mémoire, qui s'appelle Jean-Paul Thibault, et qui est aussi présent dans les collections du CAPC. Donc en 2005, après plusieurs tentatives pour trouver un espace répondant aux critères pour son musée, à savoir en fait un lieu plutôt caché, singulier, comme une crypte ou un caveau, Maurice Fréchuret, donc alors directeur du musée, lui propose un petit espace dérobé fermé par une porte dans un des escaliers du musée. Christian Boltanski accepte cette proposition et demande un inventaire du contenu de sa réserve, que je réalise en trouvant plus de 70 photographies, 75 petits dessins, 3 bouts de terre et 2 objets en terre recouverts de tissu. Le constat d'état fait état de la mauvaise conservation des photographies encadrées, des verres brisés, du scotch suintant, des éléments métalliques oxydés, mais je laisserai Manuel en parler plus précisément. Donc après un premier voyage en 2004, Christian Boltanski découvre l'espace de son futur musée. Il demande en fait que les murs soient repeints en blanc, qu'une vitrine minimaliste soit réalisée et fixée sur le mur le plus long de ce petit espace, que la fenêtre soit maintenue fermée par des volets intérieurs, qu'une ampoule pende au centre de la pièce et que la porte soit percée par une petite ouverture afin que le public puisse partiellement voir son installation. Le 4 janvier 2005, Christian Boltanski est au musée pour installer les différents éléments extraits de sa réserve sur les 4 murs de cet espace et dans la vitrine. L'installation regroupe donc un corpus de documents et de fragments issus des premières activités artistiques de Christian Boltanski, activités datées pour la plupart de 1966 à 1973, éphémères. Son attention, à ce moment-là, s'est particulièrement portée sur l'organisation, l'agencement des éléments encadrés et sur les dessins. Les photographies ont été des moments de famille, des photographies qui comprenaient effectivement des moments en famille, à la plage, dans le jardin ou encore les photos de classe, furent pour la plupart collées sur les murs avec du scotch double face. Les planches contact avec de petites étiquettes similaires aux inventaires du Musée de l'Homme, décrivant la scène photographiée, furent pour l'essentiel déposées dans la vitrine. Les verres brisés de certaines photographies, préalablement consolidés avec un simple morceau de scotch, je vous le rappelle, c'est moi qui ai réalisé cette intervention à la demande express de Christian Boltanski, ont aussi été fixés sur les murs. Les lettres des directeurs de musées renommés qui avaient répondu négativement à la proposition de Christian Boltanski de créer son propre musée sont aussi placées dans la vitrine et des petits objets en terre et en tissu sont positionnés en fait sur les dessins et sur les lettres. À la fin de l'installation, Christian Boltanski demande que le titre inscrit à l'inventaire soit modifié par « Pour mémoire » sans S, en hommage à l'exposition de Jean-Louis Froment, Pour mémoire 1974, avec un S. Pour conclure cette brève présentation, je ferai rapidement référence au texte de Jean Clair sur Christian Boltanski dans le catalogue Pour mémoire, donc publié en 1974. Et le titre de son article m'a longtemps intrigué, « L'invention de Morel », titre éponyme du roman de l'Argentin Adolfo Biao Casares. Dans ce roman fantastique, Morel est un scientifique amoureux qui invente une machine qui enregistre et conserve pour l'éternité des moments fugaces de la vie. Mais le prix à payer pour que ces moments de vie soient rejoués à l'infini grâce à sa machine est la mort des protagonistes de cette histoire. Ainsi, finalement, Pour mémoire de Christian Boltanski serait une tentative pour se soustraire à l'oubli tout en acceptant sa disparition. Je laisse la parole à Manuel. Donc, tout premièrement, on voudrait vous présenter un axe chronologique pour situer toutes ces évolutions. On retrouve dans la période 1974 jusqu'à 1994 toutes les différentes évolutions et mutations de l'œuvre jusqu'à l'année 2005 où on retrouve la forme définitive que prendra l'œuvre et sur laquelle nous intervenons. Autour de l'année 2015, il y a une première réflexion sur la conservation de l'œuvre où différents restaurateurs proposent différentes propositions, surtout axées sur la préservation de la matière et la restitution des éléments dégradés. L'année 2017, c'est le moment où on contacte l'artiste pour avoir son accord, sa permission pour intervenir sur l'œuvre. Et c'est là qu'il revient vers nous en nous disant qu'il refuse toute forme de restauration et que tout doit disparaître. Ce qui pose un évident problème et la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui.
L'année 2020, à l'occasion d'un stage au CAPC, on reprend la réflexion, cette fois-ci une deuxième réflexion qui reprend tout le passé de l'œuvre, et c'est le début de notre recherche. Il y a plusieurs échanges avec l'artiste autour de l'année 2017 par rapport à d'autres restaurations qui sont menées dans le musée, pendant l'année 2015. L'année 2017 où on contacte l'artiste et il nous dit qu'il refuse toute forme de restauration et insiste sur le fait que tout doit disparaître. Mais nous retrouvons d'autres institutions qui contactent l'artiste un petit peu plus tard, comme le Centro de Arte 2 de Mayo à Madrid, qui entreprend la restauration d'une de ses œuvres, et l'artiste se montre plus favorable à la restauration et d'ailleurs propose quelques conseils aux restaurateurs. Tristement, à l'année 2021, l'artiste décède et du coup, nous nous retrouvons sans aucun travail extensif d'opinion de l'artiste par rapport à la restauration. Nous avons quelques extraits relativement contradictoires, ce qui nous oblige à examiner en détail l'œuvre et prendre une décision. La problématique de conservation de l'œuvre se divise en deux groupes. D'abord, une absence de documentation fiable sur l'évolution de l'œuvre. Il y a très peu de documentation photographique des stades intérieurs de l'œuvre. C'est essentiellement ce que vous avez pu voir dans la présentation. Et aussi, il y a une absence quasiment totale d'échange avec l'artiste, car il avait la, on va dire, fâcheuse habitude de répondre aux mails et aux lettres, souvent par téléphone. Après, nous avons aussi un problème d'hétérogénéité des matériaux. Comme bien l'a dit Anne, le fait de remployer des matériaux fait que nous retrouvons dans une œuvre des pièces avec des stades de dégradation très différents. Donc, les objets évoluent de façon très différente et l'ensemble est conservé dans un espace très peu adapté. Donc, nous avons d'une part une grande difficulté pour comprendre l'intention de l'artiste et les nuances de cette œuvre, et de notre côté, une dégradation accélérée mais inégale de l'ensemble. Pour que vous voyez à peu près la différence entre les états de conservation, vous avez d'abord le contenu de la vitrine, où on revoit plein d'objets différents qui présentent peu de dégradation, et c'est un processus de dégradation, on va dire, normal, qui ne pose pas de conflit avec l'intention de l'artiste. Et après, nous retrouvons les éléments fixés au mur qui, comme vous pouvez le voir, se dégradent de façon beaucoup plus rapide et surtout modifient sensiblement la perception de l'œuvre, ce qui crée vraiment un conflit avec l'intention de l'artiste. Notre proposition de conservation vient essayer de répondre à ces deux problématiques. D'un côté, par rapport à la documentation, nous souhaitons entreprendre un processus de documentation divisé en 3 phases. D'abord, un mapping de l'œuvre parce que l'espace est très exigu et très difficile à photographier. Donc, il faut faire un travail de réflexion aussi sur la façon dans laquelle on présente l'œuvre de façon schématique. Une deuxième phase d'étude rétrospective de l'évolution de l'état de conservation pour mettre à plat tout le travail qui a été fait en amont. Et une troisième phase pour préparer l'avenir et préparer un protocole de documentation. De notre côté, nous avons toutes les actions sur l'œuvre où nous analysons les conflits entre les différentes options de conservation et l'intention de l'artiste avec un modèle de prise de décision et finalement on mettra en place la méthodologie choisie. Donc, la première étape a été le mapping de l'œuvre. Il est complètement impossible de faire une photo dans laquelle on voit l'ensemble de l'œuvre, même un seul mur, c'est extrêmement compliqué. Du coup, nous avons été obligés de faire plein de prises de vue partielles de l'œuvre, les retraiter digitalement pour les mettre à plat et pouvoir dessiner un plan vectoriel où on situe et on numérote chaque élément. Cela nous a donné une espèce de triptyque dans lequel on voit les 3 murs qui composent l'œuvre et qui nous permettent d'un simple jet d'œil de visualiser l'ensemble et voir tous les éléments en même temps. La même opération a été faite pour la vitrine, car il y a 2 plans, la surface de la vitrine et le contenu. Sur cette base, on a fait l'étude rétrospective. On a repris toutes les études préalables qui ont été faites sur l'œuvre, des constats d'état, des visites de restaurateurs, et on a traduit cette information au plan avec un code de couleur, ce qui nous permet de voir l'évolution de l'œuvre. En rouge, vous voyez l'année 2020 où on commence ce travail, et déjà depuis, on a pu faire aussi deux autres constats. Donc vous voyez qu'il y a une progression assez rapide et visible de la dégradation de l'œuvre.
Par rapport à l'analyse des conflits et des différentes propositions de conservation, il s'agit tout simplement de placer en phase les altérations et les significations et fonctions de l'œuvre pour trouver où se trouvent les conflits. Le plus important se trouve entre l'accumulation des fragments et poussières à l'intérieur de l'œuvre, qui affecte le côté fonctionnel du musée dans lequel le spectateur peut rentrer et observer tous les éléments. Les fragments et la poussière empêchent vraiment l'observation du contenu de la vitrine et gênent la visite, en plus de poser un certain danger. Les 3 possibles interventions proposées sont d'une première part une restitution des éléments tombés à son emplacement d'origine. C'était les premières propositions qu'ont fait certains restaurateurs, mais qui a été refusée parce que cette opération s'oppose à la consigne donnée par l'artiste. Une deuxième intervention possible serait l'élimination des fragments pour sa conservation et un entretien régulier de l'espace, mais on trouvait que cela interfère avec le processus de dégradation et l'accélère en quelque sorte. Finalement, une posture plus intermédiaire pourrait être l'élimination des poussières et des petits fragments, tout en gardant les fragments les plus importants qui tombent et qui ne dérangent pas ni le passage ni l'observation de la vitrine. Cela nous a paru un bon compromis parce que ça permet de maintenir une certaine lisibilité sans interférer avec la dégradation, qu'elle est visible et d'une certaine façon on l'accompagne. Donc ici vous pouvez voir un peu l'avant-après de notre intervention. Dans les 2 premières photos, on voit que en quelque sorte l'observation du contenu de la vitrine est difficile vu la quantité de poussière et les fragments qui tombent dessus. Et dans la deuxième photo, vous voyez que on voit l'aspect, on va dire, dégradé de l'œuvre. On a maintenu les fragments les plus importants, on a nettoyé la vitrine pour observer le contenu, et aussi on s'est permis de rajouter une fine couche de millard qui, en quelque sorte, espère amortir la chute de certains objets. Parce que oui, ces petits cadres sont accrochés jusqu'à 3 mètres de hauteur et la chute parfois est inévitable, que vous soyez dedans ou pas. Donc si vous visitez l'œuvre, c'est à votre risque et péril. Finalement, nous souhaitons, plus que faire une conclusion, poser quelques réflexions ouvertes à tous d'ailleurs. On s'interroge sur à partir de quel moment on considère qu'il y aura une rupture entre la disparition progressive des éléments qui ne permettra pas de faire une lecture de l'œuvre, sachant que les restes ne disparaîtront jamais. Il faut comprendre que le souhait de l'artiste, c'est que l'œuvre disparaisse, mais la matière ne disparaîtra jamais. C'est des pièces en verre pratiquement inaltérables, même si elles s'effritent, on se retrouvera un jour avec un espace, avec une montagne de débris. Et il faudra se reposer la question sur qu'est-ce qu'on fait. Actuellement, nous nous trouvons face à un processus de dégradation en cours, mais lent, qui nous laisse encore du temps pour nous poser cette question et pour continuer à documenter et revoir ce que deviendra l'œuvre. C'est pour ça que le processus de documentation est important, parce qu'un jour, ça sera quasiment tout ce qu'on aura. Aussi, c'est un point majeur dans notre intervention. Ce que vous avez vu pour la document, c'est un simple plan vectoriel qui peut être fait sur n'importe quel logiciel, posé sur des présentations PowerPoint qui sont disponibles pour tout le monde, qui peuvent être reprises sur n'importe quel logiciel. Et on cherchait aussi à effacer le problème ou les difficultés qu'on peut retrouver ou la paresse en quelque sorte au moment de faire ces constats réguliers tous les 2 ans. Donc on essayait de faire le plus simple possible mais efficace. Ça nous a paru un bon compromis parce que c'est assez visuel et le lendemain on pourra reprendre et comprendre l'évolution de cette œuvre. Et finalement le travail réalisé permet d'accompagner l'œuvre et guider la dégradation dans la direction souhaitée par l'artiste. Parfois les artistes s'expriment par rapport à leur restauration, par rapport à la restauration de leurs œuvres, parfois non. Parfois ils évoquent quelques notions mais les pas à suivre pour nous ne sont pas clairs et on doit en quelque sorte les accompagner, rediriger aussi leur attention vers certains aspects et c'est un travail qu'on peut se permettre de faire. C'est-à-dire l'artiste a le dernier mot, mais nous aussi en quelque sorte. Le musée a décidé de ne pas interférer, on va dire, avec le processus de dégradation ou interférer au minimum, mais dans certaines circonstances, le contraire peut être aussi entendu. Voilà, et merci à tous pour votre attention.